Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Game Changer, le podcast qui vous fait rencontrer les entrepreneurs à impact. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Ludovic Vincent, fondateur de la startup Biomed, spécialisée dans la phytoextraction. Allez, bonne écoute! Alors, bonjour Monsieur Vincent, bienvenue dans Game Changer. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter et raconter un petit peu votre parcours à nos auditeurs. Bonjour Léo, bonjour Julien, bonjour les auditeurs. Moi je suis le cofondateur de Biomed, une start-up à impact qui travaille sur la qualité des sols agricoles en particulier et comment retirer les polluants qui sont présents dans ces sols en utilisant des plantes. On a une capacité particulière des plantes qui sont capables d'extraire et d'enlever les polluants qui sont présents dans ces sols, et c'est sur ça qu'on travaille. D'accord, très bien. Alors pour commencer, quand est-ce que vous avez lancé votre start-up? Depuis combien de temps vous êtes en activité? Et comment vous est venue cette idée? Alors la start-up a été cofondée en 2018. Moi je suis ingénieur agronome et mon associé est docteur en cancérologie et ingénieur en biotech. Et l'idée, elle nous est venue en fait d'abord d'un constat. Il y a un quart des cancers qui sont d'origine environnementale, c'est-à-dire on est exposé à tout un tas de polluants dans notre environnement. Ces cancers sont difficiles à traiter. Alors la recherche avance, mais malheureusement ils sont encore nombreux à atteindre les gens. Il y a une étude de Santé publique France qui a montré qu'en fait l'ensemble des Français, de la cohorte analysée, étaient contaminés par des métaux lourds. Et l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir les retirer de notre environnement en utilisant idéalement un moyen naturel pour éviter que ces cancers apparaissent. Donc il y a cet enjeu-là, et puis aussi d'un point de vue académique, il y avait la phytoremédiation, donc des plantes qui retirent naturellement ces polluants, qui avait été étudiée, malheureusement qui a très peu été utilisée d'un point de vue industrielle et puis mise en application. Et nous, l'idée, c'était de faire un peu le lien entre les deux, de le mettre en application et pouvoir éviter l'exposition des gens à ces polluants. D'accord, très bien. Et donc du coup, j'avais une question, c'est comment les cancers se transmettent des métaux lourds qui sont présents dans le sol directement jusqu'à l'être humain? Est-ce que c'est en la consommation des produits qui sont issus directement de ces sols pollués, ou est-ce que ça peut être, je sais pas, dans l'air ou par voie respiratoire? Il y a plein de malheureusement de voies d'exposition. En fait, ces éléments-là, ils peuvent se retrouver dans les sols, après rentrer dans la chaîne alimentaire, c'est-à-dire peut-être d'abord un insecte, un ver de terre, ensuite un animal, etc. Et puis finir ou alors directement dans les légumes ou les fruits qu'on peut consommer, par exemple. Ça peut être les poussières aussi. C'est vrai qu'en ville ou à proximité des villes, les sols sont souvent très pollués. Et on est exposé après à ces poussières. Ça peut être dans l'air, ça peut être dans l'alimentation. Malheureusement, il y a pas mal de vecteurs de ces pollutions-là. Et donc, actuellement, quels sont vos clients? C'est majoritairement des agriculteurs, j'ai vu aussi des domaines viticoles, ou vous cherchez aussi à vous étendre, vous pouvez cibler à l'avenir peut-être les particuliers ou d'autres cibles, je ne sais pas. Oui, les particuliers font partie de nos clients. Ceux qui ont un jardin, ceux qui ont des parents qui ont un jardin et qui veulent savoir en fait leur exposition aux métaux lourds. En fait, on a deux parties en fait dans ce qu'on propose, une partie plante pour dépolluer les sols, et surtout une partie diagnostic qui est innovante, pour laquelle on a été top 500 World Deep Tech, qui permet en fait de faire des diagnostics très peu chers et qui permet justement de rendre cette connaissance de la pollution accessible à des associations, à des particuliers. On travaille aussi, on est partenaire de la Coupe de France des potagers, donc on va dans les écoles primaires et on fait des diagnostics pour éviter que les potagers dans ces écoles présentent des polluants, et que derrière, après,
les choses qui sont cultivées dedans puissent finir dans l'alimentation. Donc cette partie-là, démocratiser la connaissance des polluants, c'est quelque chose qui compte pour nous. Et après, la partie phytoremédiation, donc traitement par les plantes, en fonction des problèmes qu'on a pu identifier. Alors, en termes de clients, donc le B2C, les particuliers, les associations, et puis aussi un travail avec au départ la vigne, et puis maintenant d'autres types de cultures en maraîchage, en arboriculture. On se développe pas mal, et puis des demandes après à côté, mais c'est vrai que notre cœur de métier, c'est beaucoup l'agricole. Et donc, oui, vous parliez de démocratisation, mais c'est vrai que la pollution des sols, c'est un peu une des pollutions qui est la moins visible, donc on en parle peu, et donc c'est vrai que par votre entreprise, vous pouvez démocratiser ça et rendre cela visible, et même médiatiser la pollution des sols, et surtout c'est un enjeu très important pour l'alimentation. Vous avez tout à fait raison, il y a un paradoxe qui est très fort. Alors, il y a des choses qui sont faites, il y a des normes sur l'air et des normes sur l'eau, ce qui est logique, hein. Quand on a de l'eau, on a envie qu'elle soit de bonne qualité. Par contre, on peut cultiver sur un sol pollué et être en agriculture biologique, par exemple. Il n'y a pas de normes sur la qualité d'un sol agricole. C'est-à-dire qu'on a des sols parfois qui sont équivalents à des friches industrielles avec des pollutions très très lourdes, et l'agriculteur ne sait pas forcément que son sol est pollué, en fait. Et ça, c'est aberrant. C'est vrai que quand on parle beaucoup de qualité alimentaire, de traçabilité, etc., quand on se dit qu'aucun des labels existants n'intègre dans son référentiel la qualité du sol, c'est quand même, ça interroge, quoi. Juste pour que le podcast soit pédagogique aussi, est-ce que vous pouvez préciser exactement ce qu'est un sol? Parce qu'en fait, je trouve que la notion n'est pas forcément bien connue des... Non, oui, vous avez tout à fait raison. Alors en fait, la terre, le sol, il est constitué de plein de choses. Alors, il y a des micro-organismes, des champignons, des arthropodes, enfin des insectes. En fait, dans 2 grammes de terre, en fait, il y a plus de vie, enfin, en termes de nombre, hein, de micro-organismes que d'étoiles dans l'univers. Donc c'est colossal, en fait. Et ce sol, en fait, il prend des millénaires à se créer. Alors, la plupart des organismes des sols, en fait, ils vont créer de la porosité, de la structure à le sol. Et on ne peut pas recréer un sol comme ça, en fait. Ça prend énormément de temps, des millénaires, des alluvions, c'est tout un tas de choses qui va donner à la fin une terre fertile, en fait. Et dans les terres exploitées, en fait, on va utiliser ce sol qui a été créé au cours du temps. Et comme il y a plus de forêt, il n'y a plus d'alimentation de ce sol, et qu'on va le nourrir finalement avec des engrais chimiques souvent, on va le détruire, en fait. Et au fur et à mesure, en fait, le carbone qui est présent dans ce sol, il va partir, et on va se retrouver avec des sols qui ont des fertilités très très faibles, en fait, et de la vie dans ces sols qui est également très très faible. Et voilà, c'est un enjeu. C'est vrai qu'on là pour l'instant, on a dégradé énormément nos sols, et on est très dépendant des engrais chimiques, et donc du pétrole. Et si on s'arrêtait de travailler comme ça, on ne pourrait plus nourrir la planète. Donc voilà, il y a plein d'éléments dans le sol. C'est vrai qu'on parle beaucoup du réchauffement climatique, et les sols sont des puits de carbone. Donc il y a un enjeu aussi à redonner du carbone au sol. La plupart des pollinisateurs, on parle beaucoup des abeilles, mais la plupart des pollinisateurs sont dans les sols aussi. Pas que les abeilles. Et donc il y a plein d'enjeux. C'est vraiment une source de vie très importante, au même titre que les océans, mais c'est une source de vie qui est malheureusement effectivement peu connue. Et malheureusement, comme beaucoup de milieux, hein, là c'est tous les milieux, mais très très dégradés, et malheureusement c'est difficile de revenir à un état initial après des dizaines d'années de traitements qui ont altéré fortement les sols. Déjà, merci de ces réponses. Et pour la suite, on va poser des questions à propos de votre parcours entrepreneurial.
Oui. Déjà, comment vous l'avez vécu, enfin comment vous le vivez, comment vous l'avez vécu et quels sont vos objectifs aussi pour la suite et quel a été aussi votre processus, quelles difficultés vous avez pu rencontrer. Enfin, c'est assez large, mais présentez votre parcours entrepreneurial. Alors, au départ, moi, j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai rencontré mon associé en événement et on a discuté un petit peu de ce projet-là, de ce qu'on pouvait faire par rapport aux problématiques. Et d'abord, avant de se lancer, en fait, on a une première étape un petit peu de discussion avec des viticulteurs, voir si ça pouvait les intéresser, enfin formalisation du projet, discussion avec des possibles partenaires, essayer de voir s'il y avait vraiment un marché au-delà de l'idée. Et puis on a participé à beaucoup de tables rondes, d'événements autour de l'entrepreneuriat. Et voilà, histoire d'avoir des premiers retours. Et surtout, on a parlé très tôt de notre projet pour avoir des retours par rapport à ça. Si je dois donner un conseil aux auditeurs et aux personnes qui nous écoutent, c'est parfois on a tendance à pas vouloir trop parler de son projet parce que voilà, le sujet peut se dire qu'il va être pris, etc. Et c'est vraiment super important de partager, d'échanger et d'avoir des avis contradictoires et de voir vraiment quand c'est bon de se lancer. C'est-à-dire quand on a eu suffisamment de retours, alors on n'est pas obligé de suivre tous les retours, mais c'est important quand même de les écouter et d'en avoir parce que si on reste sur son projet, on ne se confronte pas au réel et on peut après avoir des illusions et autant les avoir tôt en fait. Et donc on s'est lancé après en 2018 et on a eu nos premiers clients. Avec eux, on a pu développer la solution. On a gagné beaucoup de prix. Avec mon associé, on a commencé la startup avec 3 000 €, donc c'était pas énorme. Et après, on a obtenu des prix, on a obtenu nos premiers clients, on a fait une levée de fonds. Et maintenant, on est quasiment une quinzaine, donc ça s'est bien développé. Alors après, il y a des hauts, des bas. C'est toujours un challenge, mais ça avance bien. Et le projet est intéressant et important, on pense, pour la société. Et ça motive aussi au-delà du financement, parce que c'est vrai, quand on se lance, c'est aussi un point pour les auditeurs. Quand on se lance, on n'a pas forcément de ressources, et le projet ne finance pas au départ beaucoup. Donc c'est vrai que c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Comment gérer les premières, deuxième ou troisième année. Comment on finance tout ça, comment on avance, sachant qu'au départ, les clients, on n'en a pas forcément 1000. Donc c'est une période charnière, mais qui est importante à dépasser et qu'il faut avoir en compte. Il faut prendre en compte quand on se lance. C'est vrai que les premières années, il faut se dire que ce sera peut-être un peu difficile d'un point de vue financier. On a parlé beaucoup de l'obstacle financier qui est, je pense, vraiment majeur pour la création d'une startup à impact comme la vôtre. Mais est-ce que vous avez également rencontré d'autres barrières qui vous ont vraiment, je sais pas, bloqué, par exemple manque de relations, ce genre de choses, et comment vous faites pour les contourner? Après, il peut y avoir les relations entre associés. Nous, ça s'est plutôt bien passé. Après, je sais que c'est parfois compliqué. Il faut trouver vraiment quelqu'un. Et ça, c'est pareil après avec les recrutements qu'on peut faire. C'est des gens avec qui, je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, mais quand on les croise dans la rue, on ne change pas de trottoir, quoi. Il faut vraiment prendre des personnes avec qui on sait que ça marchera dans le temps, quoi. Parce que au départ, c'est toujours sympa. Et puis, avec le temps, il peut y avoir des intérêts différents. Il peut y avoir des implications différentes. Et ça, c'est vraiment important de trouver des personnes qui ont la même motivation et quasiment, des potes ou des gens vraiment avec qui ça marche bien, quoi. Au-delà du boulot, parce que tant que tout marche, tout va bien, mais c'est dans les moments difficiles où il faut vraiment avoir la motivation à plusieurs, et ça, c'est pas forcément évident. Et parfois, pour les jeunes entreprises, c'est des moments de tension compliqués. Il y en a un qui est prêt à continuer même sans être payé. Il y en a un autre, il a besoin d'être financé. Comment on fait? Et ça, c'est des moments qui sont charnières, des moments qui peuvent être compliqués, en sachant que une entreprise tout seul, c'est quand même... Là, par exemple, sur les levées de fonds, je sais que si on avait été tout seul, ça aurait été difficile, en fait. Les investisseurs, ils misent sur une équipe. Une personne seule, c'est trop risqué. C'est de l'analyse de risque et c'est souvent trop risqué. Donc, il y a tout un tas de... Après, il y a les gens qui disent « Oh, ça ne marchera jamais », mais ça, au contraire, je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est plutôt motivant. C'est plus motivant qu'autre chose. Après, il y a ça peut être des gros clients qui finalement mettent plus de temps que prévu. Plein d'aléas, mais c'est aussi ça qui fait, je pense, l'intérêt de créer une entreprise. C'est que
ça change tout le temps et c'est aussi le résultat direct de l'énergie qu'on peut mettre dedans qui va faire qu'on réussit. Alors on peut échouer malgré tout, mais en tout cas on a le résultat de son travail, quoi. Et donc, on va arriver bientôt à la fin de notre podcast, mais donc, notre dernière question, ce serait en tant que conseiller étudiant qui est passé notamment étant passé par AgroParisTech notamment, quel message auriez-vous à faire passer auprès de nos auditeurs, mais que ce soit sur un plan entrepreneurial ou même sur un plan plus environnemental, protection de l'environnement, écologique, surtout au vu de ce qui se passe. Ouais. Je pense que c'est le moment ou jamais. C'est malheureusement les générations précédentes, elles vous ont laissé un monde dans un mauvais état, un très mauvais état. Et je pense que vous êtes vraiment la génération qui peut rattraper un peu les choses. Et malheureusement, il n'y a pas le choix, quoi, je dirais, parce qu'on a des impératifs climatiques, sociaux qui vont être très très forts. S'il y a des problèmes alimentaires, les modèles sociaux, les sociétés même, elles sont stériles. En plus, là, maintenant, il y a aussi la guerre. Il y a tellement d'enjeux et l'entrepreneuriat, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'échecs, mais par contre, c'est une manière de changer les choses rapidement. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, j'espère que ce petit entretien avec Ludovic Vincent vous a plu. Je vous invite à nous rejoindre sur Instagram Game Changer Podcast pour suivre toutes les actualités liées à l'émission. Et je vous donne maintenant rendez-vous jeudi prochain à 18h pour un prochain épisode.